Ce que je crois, c'est qu'en effet, nous sommes dans une société qui repose sur la destruction du soin. Nous vivons dans une société qui détruit toutes les techniques de soie, par exemple, qui sont à l'origine du soin. Et c'est ce qui est généralisé par ce que j'appelle la prolétarisation totale. Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation totale? La prolétarisation, c'est un terme qui a été introduit dans la langue philosophique par Karl Marx, mais en fait, le premier qui décrit la prolétarisation, c'est Socrate, pour moi. Lorsque Socrate, dans Phèdre, explique à Phèdre qu'un livre peut le prolétariser, parce qu'au lieu d'apprendre quelque chose du livre, il peut se mettre à répéter ce que dit le livre comme un imbécile, euh, et il peut ne plus développer ce que Socrate appelle son anamnésis, c'est-à-dire sa mémoire vivante, et ne s'appuyer que sur ce que Socrate appelle l'hypomnésis, c'est-à-dire la mémoire artificielle qui se répète de manière mécanique. Il décrit déjà ce que Marx décrira en 1848 dans le Manifeste communiste, mais que déjà Adam Smith a décrit en 1776 dans La richesse des nations, The Wealth of Nations. Pourquoi? Parce qu'en 1776, Adam Smith déjà dit, avec l'organisation industrielle de la production, on va aller vers une extrême spécialisation et on va produire des crétins, des gens qui n'ont plus, on ne leur demande plus du tout de réfléchir, on les soumet simplement à un processus. Et donc ça, c'est ce qu'indique Adam Smith en analysant la manufacture d'épingles, mais c'est ce que Marx va analyser vraiment de manière très très précise. Et Marx va dire en 1848, ça commence par les ouvriers qui deviennent des prolétaires, ensuite ce sera les cadres, après les ingénieurs et finalement tout le monde. Voilà. Moi j'ai écrit un autre livre qui s'appelle La société automatique. Je vais essayer de montrer que Alan Greenspan, qui était le président de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est-à-dire le patron de la banque planétaire, de la finance planétaire, s'est prolétarisé totalement. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il dit, si j'ai fait ces erreurs, c'est parce que je ne comprends plus rien, je ne sais pas ce qui se passe dans le système. Il n'y a plus de savoir économique, il dit. Il n'y a plus de savoir. Alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est que le soin? Mais par exemple, ça commence par l'enfant. Le bébé, vous êtes obligé de vous en occuper. Vous êtes obligé de le soigner. Regardez une mère avec son bébé. Elle s'occupe du bébé pendant des années et des années. Le bébé reste un bébé, disons, pendant 2 ans. Après 2 ans, il devient un petit enfant. Il faut continuer à s'occuper de lui. Puis il va devenir un enfant, et puis un adolescent. Et jusque grosso modo vers 16, 17, 18 ans, les parents doivent s'occuper de lui, normalement. Regardez une chèvre qui fait un petit chevreau. Elle le fait, elle lui donne ses mamelles à téter, et ensuite le chevreau se débrouille tout seul. Il sait marcher tout seul, il sait téter tout seul, il n'a pas besoin d'apprendre à parler, il n'a rien à apprendre. Nous devons tout apprendre. L'être humain doit tout apprendre. Pourquoi? Parce qu'il vit avec des organes artificiels. Et ces organes artificiels, en plus, changent tout le temps. Et il faut apprendre à travailler avec ces organes. Nos organes génétiques ne nous permettent pas de savoir comment on utilise un ordinateur. Pour ça, il faut un autre organe ou un autre organisme qui s'appelle l'école. Pendant longtemps, l'école, c'était l'église. On apprenait à lire à l'église, quand on apprenait à lire, etc., etc. Le chaman, par exemple, la magie, c'est une autre façon d'apprendre, quoi? La pharmacie. Le chaman, c'est un pharmacien. Il faut apprendre à manger. Il faut apprendre que dans la forêt, il y a des choses qui sont très bonnes, par exemple, mais il ne faut pas en manger trop. Si on en mange trop, on meurt. Ce sont des drogues. La drogue, ça se dit en grec le pharmacone. Le smartphone est un pharmacone. Les antibiotiques sont des pharmacas. Socrate dit l'écriture est un pharmacone. L'écriture, c'est ce qui permet de faire le droit, la géométrie, l'histoire, la géographie. Donc c'est la puissance même. Mais Socrate dit c'est dangereux. Et il a raison. Il faut prendre soin de tout ça. Jusqu'au XVIIIe siècle, les sociétés étaient organisées pour prendre soin des pharmacas. À partir du XIXe siècle, le capitalisme industriel a détruit tout ça en le transformant par des automatismes computationnels, c'est-à-dire qui sont basés sur les mathématiques. Aujourd'hui, nous voyons ce que ça produit. Ça produit l'anthropocène. Ça produit aussi des enfants qui n'arrivent plus à étudier à l'école. Des écoles qui enseignent un savoir qui ne correspond plus à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Il faut donc tout réinventer. Pour ça, il faut lire Michel Foucault.
Mais pas le Michel Foucault. Il faut lire tout Michel Foucault, bien entendu, mais le Michel Foucault dont je vous parle là, c'est le dernier Michel Foucault. C'est celui qui apparaît à partir de 1980, qui étudie Sénèque, les stoïciens, et qui montre que les stoïciens, à la différence des philosophes grecs, ont un rapport à l'écriture qui est un rapport de technique de soi. C'est évidemment le commentaire que Foucault donne des lettres de Sénèque à Lucilius, où il montre que voilà, Sénèque essaye d'enseigner à Lucilius comment travailler avec le pharmacone. Mais aujourd'hui, le pharmacone, ça n'est pas l'écriture, c'est l'ordinateur, c'est les réseaux, et puis c'est tout en réalité. Donc il faut réinventer une autre économie, mais cette économie, elle doit être basée pas seulement sur ce que je disais tout à l'heure dans la première partie de l'enregistrement, l'économie de la contribution, que nous développons en ce moment dans la région parisienne, mais c'est d'abord une économie libidinale. Qu'est-ce que c'est que l'économie libidinale? C'est le concept de Sigmund Freud qui pose qu'il faut économiser les pulsions. Et ça, pour économiser les pulsions, Freud dit qu'il faut éduquer les individus. C'est l'éducation qui apprend l'économie libidinale. Maintenant, Sigmund Freud, tout comme les penseurs français, ça ne peut plus suffire aujourd'hui. Nietzsche non plus ne peut plus suffire. Heidegger non plus ne peut plus suffire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde tout à fait nouveau et nous devons comprendre pourquoi Freud, par exemple, dans un texte extraordinaire que vous avez mentionné, qui est Malaise dans la culture, décrit le pharmacone. Il dit, par exemple, c'est formidable, le bateau me permet d'aller loin, etc. Oui, mais ça m'éloigne de mon fils. Oui, mais il y a le téléphone qui me permet de communiquer avec mon fils. Oui, mais c'est parce qu'il y a le téléphone qu'il va partir encore plus loin, etc. Donc, c'est un pharmacone. Il dit la technique toujours produit de nouveaux problèmes. Mais en même temps, dans sa théorie du désir, Freud ne prend pas en compte l'artefact, la technique. Par contre, il y a un Freudien qui prend ça en compte, c'est Donald Winnicott. C'est pour ça que je parle beaucoup de Winnicott dans ce livre et dans un autre livre qui s'appelle Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, mais qui n'est pas traduit en italien. Dans ce livre-là, j'essaie de montrer que le premier psychanalyste, psychiatre, c'était un psychiatre, qui a pensé vraiment la technique, c'est Donald Winnicott, qui a montré que pour que le désir du bébé puisse se constituer, il faut utiliser un artefact qui est le teddy bear, l'objet transitionnel. Et il dit tous les objets de sublimation, les mathématiques, la physique, l'art, la religion, ce sont des objets transitionnels. Et donc, il faut réfléchir à ce que c'est que l'objet transitionnel. Dans ce livre qui s'appelle Prendre soin de la jeunesse et des générations, j'ai essayé de repenser les rapports intergénérationnels à travers les transformations que la technique produit là-dedans et d'élaborer une politique de l'éducation qui soit pas du tout une politique de l'adaptation à la technologie. Il ne faut jamais s'adapter à la technologie. Il faut s'approprier la technologie. Mais ça suppose de repenser l'école, de repenser l'éducation, de repenser très profondément les rapports intergénérationnels. Et donc, c'est un travail un petit peu comme Condorcet avait essayé au XVIIIe siècle de repenser les conditions de l'éducation à l'époque de la Aufklärung, eh bien aujourd'hui, nous devons penser ces questions à l'époque de ce que j'appellerais le clair-obscur de la lumière. Parce que les Aufklärers, ils pensaient que la lumière était parfaite. Un peu comme Platon, on sort de la caverne et voilà. En fait, nous savons qu'on ne peut pas sortir de la caverne. Et que, par conséquent, on ne peut pas sortir de la caverne parce qu'on ne peut pas quitter l'entropie. C'est ça la caverne, la réalité de la caverne. Par conséquent, il faut apprendre à vivre dans le clair-obscur. Il faut apprendre à vivre au milieu des pharmacas. Nous ne pouvons pas produire un savoir pur. Le problème n'est plus de faire une critique de la raison pure, parce que la raison n'est pas pure, elle est impure. Celui qui le dit très bien, c'est justement Sigmund Freud, dans Malaise dans la culture, mais c'est aussi Paul Valéry, dans un texte très important qui s'appelle la crise de l'esprit. Voilà. Et où il commence ce texte en disant « Nous savons désormais que les civilisations sont mortelles, voilà, c'est-à-dire prises dans l'entropie, et donc qu'elles sont faillibles. » Il explique que, par exemple, on peut mettre les mathématiques, la chimie, mais aussi le courage, la vaillance au service de la mort. Parce que la Première Guerre mondiale vient de se terminer, il y a eu 10 millions de morts, et ça a été la science au service de la destruction. Et il faut travailler à cela en lisant également Husserl. En 1936, Husserl publie la crise des sciences européennes. Et de quoi est-ce qu'il parle? Du référendum qui a fait que 89,6% des Allemands ont voté pour Adolf Hitler. Il dit ça, il faut que nous réfléchissions à fait que notre science, notre savoir a produit ça. Ben nous ne produisons pas ça, nous produisons Donald Trump.
Et peut-être qu'il y aura encore pire que Donald Trump. Donc, il nous faut reprendre toutes ces questions, et c'est ça que j'appelle une pensée forte aussi, pour revenir à la question d'avant.